Donc on était mais blancs comme des linges. Le jour où on est allé faire la fameuse prise de sang de bêta-HCG, blancs comme des linges. Un papa, une maman, épisode 4. Pour cet épisode, l'usage d'un casque est recommandé. Donc j'avais dormi chez Florent. On se réveille, on se fait un bon petit-déj. On va faire la prise de sang tout de suite, on revient. Et il nous avait dit résultat sur Internet. Et Florent me mettait des méditations pour que j'arrête de penser à ça. Et en fait, dès que j'entendais ding ding sur mon portable, je regardais, il me disait Pascal, concentre-toi sur la méditation. Je lui dis, ils ont donné les résultats, il y a les résultats, il y a les résultats. Il me dit, bon, ok, on arrête. Oui, d'accord, on arrête. On va sur l'ordinateur. Et là, ça marche pas, les codes ne marchent pas. Donc c'était horrible. On téléphone et la dame nous dit, bah, je peux vous donner les résultats. On dit, ah non, on veut pas les résultats par téléphone. T'imagines quand on te dit non, t'es là, Enfin, faut quand même, faut aller les chercher, faut avoir le papier, il y a quelque chose à faire quand même pour avoir ces résultats. Par téléphone, pour moi, c'est inenvisageable. La première fois, on avait fait l'erreur de le dire à pas mal de gens, en fait, quand on avait fait la FIV en Espagne. Et après, il a fallu dire que ça marchait pas. On n'avait pas forcément envie de ça la deuxième fois. Donc la deuxième fois, on l'a dit à beaucoup moins de monde. On a déjà des amis qui disent alors, bon courage. Et on leur a dit tout de suite, on a dit attendez, on va d'abord ouvrir l'enveloppe, on va prendre du temps pour nous. Ne nous appelez pas, on vous enverra un message, mais ne nous appelez pas s'il vous plaît. Et donc, on va chercher les résultats au labo. Elle nous les met sous enveloppe et on avait dit on regarde rien. Et moi, j'avais pas mes lunettes. Sans mes lunettes, je vois rien, mais je vois un espèce de gros pâté noir. J'ai eu l'impression qu'il y avait 3 chiffres. Et je me dis non, Pascal, ça doit pas être ça doit être marqué HCG ou un truc comme ça. Et puis on sort, on se dit, on ouvre l'enveloppe dans l'herbe, on s'assoit, il faisait une chaleur de bête. Et là, on ouvre l'enveloppe et on avait 118. Et c'est un beau taux, 118, c'était bien. Et je me suis littéralement effondrée. Je pense que toute la tension des jours d'avant m'est effondrée. J'étais submergée de soulagement. Et en même temps, je me disais, tout continue. Moi j'ai du mal à être dans l'émotion, hein. Mais Pascal pleure, ça me fait pleurer parce que voilà, je suis hyper ému de notre projet, mais je suis hyper ému pour elle. Je me dis bon bah elle a pas fait ça pour rien et tout ce qu'elle a enduré, voilà, je pleure son courage en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on attend 2 jours. Et encore les 2 jours de supplice, de se dire, est-ce que ça va avoir... ça avait doublé en 2 jours. Et puis après, ça a plus que doublé en 2 jours. Donc quand on est arrivé à 1004 en une semaine, on s'est dit, bon, c'est bon, on est sauvés, quoi. C'est une autre aventure qui commence. C'est pour le coup, on peut commencer à se projeter. Malgré cette nouvelle, Florent décide de partir en voyage une dizaine de jours pour faire une portion du chemin de Compostelle. Il faut que je le fasse parce que après, il y a une longue année pour moi de travail et tout, et je me dis c'est mon rendez-vous en fait chaque année. Et donc j'explique à Pascal l'entend. De toute façon, Pascal, elle le sait tout ça, hein. Depuis le début, je lui ai dit que voilà, j'avais besoin d'être seul aussi parfois. De toute façon, c'est pas parce que on n'est pas là géographiquement qu'on n'est pas présent, et inversement, c'est parce qu'on est juste à côté de la personne qu'on est là en fait. Donc pour moi, la distance, ça n'a rien à voir, la distance géographique. Donc voilà, je l'épaule, mais téléphoniquement parlant. Je marche, je fais ma marche sur Saint-Jacques avec une amie qui est enceinte presque en même temps que nous, d'1 mois et demi avant Pascal. Et quand on marche, elle m'annonce avec son compagnon qu'elle est enceinte. Je suis ravi pour elle et je lui dis direct, je dis bah moi aussi. Alors que je voulais tenir les 3 mois parce que souvent on ne dit pas. Et là, elle est sur le cul et son copain encore plus parce que lui, il était pas du tout au courant du projet de parentalité que j'avais avec Pascal. Et donc c'est super, on fait des marches ensemble, on parle de nos prochains projets. Moi, je suis ravi de vivre cette paternité avec mon ami. Et là arrive le jour des battements cardiaques, on s'appelle beaucoup avec Pascal, beaucoup. Je lui envoie des photos de là où je suis.
Moi, j'ai pas d'appétit. Je sais que c'est sur l'heure du midi. Je suis hyper stressé, hyper stressé. Et là, je m'en veux. Je m'en veux de pas être avec elle. Mais c'est comme ça. J'avais l'habitude d'aller dans ce cabinet d'échographie quand j'étais suivie par cet obstétricien parisien, dans la salle en face pour faire les échographies de préparation de l'endomètre, donc voilà, qui vérifiait tout ça. Et je me souviens que cet échographiste que j'avais eu je ne sais pas combien de fois m'avait dit, bon, bah la prochaine fois, moi je veux une bonne nouvelle, je veux que vous passiez avec ma collègue à côté. Donc c'est vrai que j'étais quand même à la fois assez fière et émue de passer dans la salle où maintenant c'était les femmes qui étaient censées être enceintes, donc qui avaient réussi le test de grossesse, qui avaient passé le test. Et en même temps, bah, très inquiète en me disant, bah voilà, c'est qui tout double, quoi. Déjà, j'avais la première image sur l'écran. Tout de suite, j'ai regardé s'il y avait un embryon dans la poche, dans le sac. J'ai tout de suite regardé parce que je savais que ça pouvait être un œuf clair, ça pouvait être plein de choses. J'ai tout de suite regardé, j'ai vu une espèce de petit escargot. Elle me dit, ah bah voilà, donc en tout cas, il y a un bébé, on va voir s'il y a les battements cardiaques. Et là, j'entends tout. Échographie des battements cardiaques du fœtus, 17 août 2020. Et là, quel soulagement d'entendre les battements cardiaques. Quel soulagement. Donc là, en fait, Florent n'était pas là à cette échographie. Et du coup, je lui avais enregistré les battements cardiaques. Et en fait, il ne m'entendait pas. Et là où il était, il ne captait pas. Il me disait, Pascal, je t'entends pas. Pascal, est-ce qu'il y a les battements cardiaques? Et moi, je lui avais envoyé le petit fichier. J'avais dit, oui, il y a les battements cardiaques, écoute-les. Et là, c'était le grand bonheur, vraiment. Et là, elle me dit, ça y est, c'est bon, il bat. Et donc, c'est super, c'est génial. On se dit, encore une étape de fête. On coche à chaque fois les rendez-vous avec les médecins. On se dit, c'est bon, ça, c'est fait. Je suis hyper ému, soulagé. Là, je reprends l'appétit. Je suis ravi. Et donc, je marche beaucoup plus léger. On s'appelle avec Pascal. Elle est tellement heureuse. Voilà, c'est des moments, des chouettes moments. Et on se dit aussi, tiens, ça y est, la clinique en a terminé avec nous. Parce que en fait, eux, leur contrat, c'est jusqu'au battement cardiaque. Donc on se dit, ça y est, on est sans filet. Pendant 3 mois, tu as quand même cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, à chaque écho, tu te dis, bon, il a passé ce cap-là, il a passé celui-ci, il a passé celui-là. Après, tu commences à être un peu plus rassuré. Quand même, chaque écho, c'est une victoire. Tu te dis, yes, il est là, ce petit être. La vie, elle est là. Et la deuxième échographie, elle était exactement jour pour jour à 3 semaines d'écart de la première. Et à cette deuxième échographie, j'étais médusée parce que j'ai vu un petit corps, 2 petites jambes, des petits bras, une tête. Et là, j'ai pris conscience que c'était un petit bonhomme, quoi. Enfin, qu'il y avait des bras, des jambes, une tête et un corps. Voilà, à ce terme-là, globalement, c'est tout ce qu'on arrive à voir. On devine aussi les évolutions. Échographie du deuxième mois, 7 septembre 2020. C'est ce qui fera les petites mains. Ah. Il bouge, hein. Regarde Florent. C'est sa tête qu'on voit par là et ses pieds par là. Ah oui. Trop mignon. Excellent. Petit chaton. Alors, ça ressemble encore au niveau des cajou. C'est normal. Ici, c'est le pôle céphalique. Ouais. Le corps, et ça, c'est le pôle caudal. Et là, je me suis dit, c'est bien parti. Moi, j'étais confiante à ce moment-là. Après, tu sais que c'est encore très fragile et puis que tu dois arriver vraiment aux 2 mois et demi, à l'écho des 2 mois et demi, celle qu'on appelle l'écho du premier trimestre. Habituellement, les femmes font celle-là, hein, on ne font pas les autres forcément. Où là, on te dit, bon, là, normalement, dans 15 jours, c'est bon, tout va bien. Et puis là, ça a vraiment une tête de bébé. Et là, on te dit, bon, vous pouvez commencer à vous détendre, c'est bien parti. Sauf que moi, j'avais un traitement extrêmement lourd et je n'étais pas sevrée de ce traitement. Et je pensais qu'on attendrait encore un moment, que ce soit bien sûr, que le bébé aille bien, que tout soit autonome. Et puis avant les 3 mois, ils te disent, vous commencez à enlever, maintenant c'est sans filet, vous enlevez les estrogènes, puis la progestérone, puis les anticoagulants. Et toi, tu sais très bien que si tu es enceinte, c'est grâce à ces médicaments. Ce sont eux qui ont fait le job. Tu te dis, mais moi je veux pas les arrêter. On te dit, mais il faut les arrêter, sinon vous mettez tout le monde en danger là. Tu dis, bon d'accord, donc
Le protocole de retrait, ça a été une épreuve pour moi, ça encore. J'arrête et est-ce qu'il va y arriver tout seul? Et si mon placenta ne prend pas le relais? Et il me disait, le placenta doit prendre le relais. Ils te disent pas, il va le prendre, ils peuvent pas te garantir, mais normalement, oui. J'avais toute confiance en cet embryon et j'avais pas du tout confiance en moi. C'est énorme par rapport à la dernière fois. Ouais, c'est vraiment... Ouais. La morphologie. Hein. Échographie du 3e mois, 2 octobre 2020. Heureusement, tu te rends compte si ça avait rétréci, ça aurait été... J'avais peur que l'arrêt des œstrogènes les empêchait de grandir. Non, là non plus, pas de souci. Le placenta a pris le relais. Il est où le placenta en fait? J'ai confiance en mon bébé, en sa solidité et son envie d'être là en vie. Ouais, parce que quand même, il a traversé des difficultés, hein. Mais j'ai pas confiance en mon corps, bien sûr que non. Alors de plus en plus, je me dis donc, quand on te dit, oh là là, vous avez un col de compète et un super périnée, tu te dis, ah ouais, j'ai tout ça moi. T'es quand même, t'es là, tu te dis, ah finalement, j'ai quand même des trucs bien. Mais t'as quand même plus confiance en ton bébé qu'en toi, ouais. Alors hop, on va l'examiner. Ici, on voit la tête. Oui, juste en haut avec les hémisphères, là, les et là. Oui, oui. Bah, c'est le pouce. Ouais, je vois. Ça, il a la main comme ça. Ouais. Après, elle a joué du violon, dis donc. Regarde. Ça y est, il a déjà la pression, la violoniste. Ça y est. Oh non, surtout pas. Hop, ça c'est l'autre. Ah ouais. D'accord. Il fera la fille, et le pied. Le talon. C'est trop mignon. Et les petits orteils. C'est cool que vous nous montriez tout en détail. Moi, j'avais besoin d'être rassurée et de me dire que j'avais plein de symptômes. Donc moi, si j'avais des nausées, alors j'en avais pas des monstrueuses par rapport, en comparaison au traitement que je prenais qui me donnait vraiment des grosses nausées. C'était plutôt un peu plus doux, mais j'étais très contente. Chaque jour où j'avais des nausées, c'était une victoire pour moi. Je me disais, ah bah ça y est, c'est super, t'as des symptômes, donc c'est que la grossesse se passe bien. Ce qui est complètement stupide, hein, d'ailleurs, ça n'a probablement aucun... Il n'y a pas de relation de cause à effet, mais bon. Quand t'as la poitrine qui commence à durcir ou à être plus volumineuse, tu te dis, oh, c'est génial, c'est parfait, c'est les hormones, c'est impeccable. Bon, et en fait, ça peut mettre du temps, ça peut redégonfler. Et là, tu te dis, oh là là, c'est la catastrophe, est-ce que je vais faire une fausse couche? Donc, j'étais tout le temps obsédée par le moindre symptôme. Je lisais sur les forums, à tant de semaines d'aménorrhée, ma poitrine a dégonflé. Bon, alors en plus, tu tombes toujours sur des trucs affreux où elles te disent, eh ben, d'ailleurs, c'était une fausse couche, donc on ne devrait pas lire ça. Mais voilà, j'étais obsédée par ça. Si jamais des choses, on aimerait vraiment savoir quel est ce petit être. Et bien, s'il se montre bien et que je vois bien, je vous dis ça. Cette partie-là, ça s'appelle le bourgeon génital. Ouais. Alors, pour vous expliquer que le sexe au premier trimestre, c'est très subjectif. Ouais. Chez les filles et les garçons, ça se ressemble, ça a la même forme. Ouais. Il n'y a que dans son orientation qu'on peut dire si c'est une fille ou un garçon. Quand ce bourgeon génital est dressé comme ça fait garçon. Quand il est penché vers le bas, dans l'axe de la colonne vertébrale, il est penché comme ça fait fille. C'est fille 2. Ouais, moi c'est un garçon. Ah, ouais. Un garçon. C'est un petit garçon. Ensuite, il n'y a que l'écho du deuxième trimestre. Ouais, qui va confirmer. Mais normalement, on voit déjà bien, non? Qui va confirmer. Petit garçon. Ça y est, c'est un petit garçon. Donc, probablement un petit garçon à confirmer à 22. Ok. J'avais un petit bracelet que m'avait prêté Florent, son bracelet, que j'aimais beaucoup. Pendant tout le temps, on avait dit qu'on le faisait jusqu'à la bêta-HCG, la première prise de sang. Donc il m'a dit, bon, je te laisse mon bracelet. Et puis il me dit, on l'enlève après les battements cardiaques. Et puis les battements cardiaques, je voulais pas l'enlever. En fait, je pouvais plus quitter ce bracelet. Je me disais, si je le quitte, il va se passer un truc, quoi. Et il me disait, Pascal, t'as fait une OPA sur mon bracelet, ça va pas être possible. Tu sais qu'il va falloir que tu défusionnes un jour avec mon bracelet. C'était très drôle, très drôle. Et puis en fait, j'ai accepté de lui rendre son bracelet. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais te trouver autre chose. Et il m'a offert un bola de grossesse. C'est un petit grelot.
qu'on met sur une chaîne qui arrive au niveau du ventre, du nombril, et qui fait un petit bruit très doux, un petit tintement très doux que va reconnaître le bébé à la naissance, et puis qui voilà. Donc il m'a offert un bola le jour où je lui ai concédé de lui rendre son bracelet. Mais ça, c'était ma superstition. Et d'ailleurs, j'ai une copine qui fait des bracelets. Celui-ci, il s'est complètement distendu, le pauvre. Des bracelets avec des petits messages. Et elle m'en avait offert un où elle avait écrit Mama. Je ne peux pas l'enlever. Des fois, quand je l'ai pas remis après la douche, je me dis, mets-le, t'as pas encore accouché, mets-le. Non, c'est fou. C'est le petit bracelet que c'est autour du poignet, là. Ouais, c'est ce petit bracelet-là, vert. Avec écrit Voilà. Mama. Voilà. Et ça, c'est le truc que je peux pas quitter. Je me dis, non, tu dois le garder jusqu'à l'accouchement. C'est fou, hein? Ah oui, on voit bien. 1, 2, 3, 4. Ouais. Tu vois les petites empreintes digitales. Échographie du 2e trimestre, 8 décembre 2020. Oh là là, oui, ça bouge. C'est le petit garçon, c'est sûr? Ouais. Il est où son zizi là? On voit même pas. Oui, c'est si, bonjour. C'est vrai? Là. Il est où? C'est quoi là? Là, c'est les testicules. Ouais. Ah, tout à fait. d'accord. Ah oui, en effet. Oui, Ah oui. Oui, il n'y a pas trop de doute. Petit garçon. Petit chouchou, on s'est pas trompé alors. Ah là, ça bouge. Ah, ça, je fais. Oh là là. Ah, Oh, il baille. Mais tu qu'est-ce qu'il baille? Oh non, il a le four qui nous a ouvert. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bec de lièvre, c'est bien. C'était mes craintes la dernière fois. Quelle a été la réception de tes parents? Oui, alors j'ai pas. Mes parents, ils ont 81 et 82 ans. Donc forcément que ce genre de schéma, c'est pas du tout de leur génération déjà. Enfin, il y a certainement des gens qui ont une ouverture d'esprit exceptionnelle, qui pourraient voilà, très bien le comprendre. Voilà, c'est juste, ça fait pas partie de leur univers. Donc, bon, déjà, j'ai essayé de pas leur en parler en amont tant que ça n'était pas fait. Et puis ensuite, je voulais pas les angoisser parce que je sais que ce sont des parcours qui sont déjà tellement pénibles que je pense que ma mère aurait été très angoissée pour moi que j'ai rouvert cette porte et que cet enfant ne soit pas là, que je n'y arrive pas, très angoissée pour ma santé, très angoissée pour la santé de l'enfant, voilà. Bon, j'en ai parlé à mes parents après l'échographie du 1er trimestre. Et là encore, c'était vraiment difficile. Je pouvais pas faire 20 phrases pour annoncer ça. Il fallait que je sois en phase 2, donc avec le coronavirus, il fallait que je vienne les voir et tout ça. Ils étaient pas très chauds. Bon, finalement, on s'est fait un bon petit repas. Et puis, il fallait que j'arrive à sortir cette phrase et sans trop les choquer. Ils n'étaient même pas au courant de ce projet. Donc, c'était quelque chose d'énorme. Et en fait, ils ont admirablement réagi. Je crois que la phrase que j'ai sortie, c'est Papa, maman, j'ai un truc très, très, très important, énorme à vous annoncer. Donc là, j'ai senti qu'ils étaient un peu inquiets, parce que je leur parle jamais comme ça, qu'ils sont venus s'asseoir à table. Et puis, j'ai dit, mais vous inquiétez pas, c'est une nouvelle qui, moi, est peut-être la plus belle nouvelle de ma vie, qui est voilà, quelque chose de magnifique, qui me rend très heureuse, mais qui va forcément, je m'en excuse, beaucoup vous surprendre, parce que vous n'êtes pas du tout au courant de mon cheminement. Vous allez être grands-parents pour la 3e fois, j'attends un bébé. Et là, j'avoue qu'il y a eu un silence. C'était de la sidération, en fait. Si tu veux, faut le temps d'intégrer, de savoir, et puis de comprendre, et d'avoir la force de dire quelque chose, et puis d'avoir quelque chose à dire. Et puis là, ils ont vraiment été super. Ils ont ouvert des yeux tout ronds, ils ont dit, oh là là, bah ça, tu parles d'une nouvelle, en effet, félicitations la chérie. Enfin, ça a vraiment été très, très, tout de suite, apaisant pour moi, cette réaction. Et puis alors après, forcément, la sidération étant passée, 5 minutes passant, une foule de questions, et c'était bien normal. Est-ce qu'il y a un père? Qui est le père? Voilà, vous vivez ensemble, on ne connaît pas, machin, enfin, tout ça. Donc j'ai bien expliqué que nous ne vivions absolument pas ensemble, que ce n'était pas du tout... nous n'allions pas vivre ensemble, ce n'est pas notre projet, qu'on n'était pas un couple amoureux, qu'on était ce qu'ils connaissent peut-être pas, mais ce qu'on appelle depuis assez récemment, un couple parental, et que
On avait décidé de s'occuper de cet enfant de façon égale, voilà et puis après j'ai décrit Florent. J'ai même pas eu besoin de le décrire en fait, parce que mon père m'a dit: «Tu peux m'en parler, qui c'est?» et tout ça et en fait ma mère qui l'avait rencontré, qui avait mangé une fois avec lui, qui avait dû le voir 2 fois ou a dit: «Ah bah moi je peux te dire, je le connais et tout ça» et donc elle a elle a fait une jolie description de Florent aussi d'ailleurs et puis, voilà, non, ils ont franchement été, je les en remercie beaucoup, encore a posteriori et ils ont été admirables dans leur réaction parce que c'est quand même un sacré choc, quoi et ça, c'était quelque chose finalement, je m'étais dit: «De toute façon, c'est mon choix, c'est ma décision. S'ils comprennent pas, je comprendrai que sur le moment, ce soit un fiasco, mais ça m'aurait embêté que ce soit pas une belle nouvelle, parce que c'est toujours une belle nouvelle quand on annonce une naissance dans une famille. Donc pourquoi là non? Et ça je pense que ça me tracassait et je me suis aperçue après qu'ils aient bien réagi, à quel point ça m'avait soulagée et à quel point j'ai été heureuse que ce soit de sentir que ma famille, finalement, se réjouissait de ce projet. Dans l'ensemble, les gens ont été extrêmement positifs en accueillant cette nouvelle. Alors moi, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est à cause de mon âge que mes copines se disent, mes amies se disent: «Ah c'est super Pascal, oh là là, elle va avoir un enfant, elle en avait pas» et tout ça. Donc je pense que ça contribue à ce positivisme, énorme. Donc en tout cas, il a bien la tête en bas. Là, c'est des petites boucles de cordon. Mmh. Là, c'est le début du placenta de madame. Il est pas trop calcifié et tout ça, ça va? Il va Ça s'en va. sortir jusqu'au bout? Là, quand on regarde comme ça, on voit sa petite nuque. Donc là, il vous fait l'honneur d'un petit mouvement pendant l'écho et pendant la vidéo. Je sens pas mon petit chat, je sais que t'as pas trop envie de bouger aujourd'hui. D'accord. Échographie du 3e trimestre, 20 février 2021. Là, c'est son ventre comme si on le coupait en saucisson. On suit jusqu'à ses petites fesses là. Ah, c'est ça que je sens. Des fois, j'ai une boule là, il doit avoir des bonnes petites fesses. Bonnes petites fesses. Et les petits pieds qui repartent D'accord. par ici et qui viennent. Eh oui, c'est ça, je l'ai senti. J'ai senti ses fesses me donner des petits. Ah là, il vient de nous faire un gros sursaut. Ah, c'est bien ma puce. On est content. Là, c'est ses petits pieds. D'accord, ok. Alors, avec mon père, j'en ai parlé assez rapidement. Il a intégré un petit peu aussi ce projet puisqu'il l'a financé. Et il m'a donné la part que je devais donner pour concrétiser ce projet. Donc lui, en fait, il dit bah c'est super. Il était même très ému. Il dit bah c'est génial, je suis content pour toi. Pascal, il l'avait vu une fois parce que ils avaient vu mon spectacle Pierre et le loup à l'opéra, donc il savait qui elle était. Voilà, vite fait de loin, mais voilà, il n'était pas du tout dans l'ingérence en disant bah alors attends, qu'est-ce que tu fais. Enfin voilà, il posait pas trop de questions. Il était juste dans l'accompagnement. Ma mère, je lui ai dit un peu plus tard parce que j'avais pas envie forcément qu'elle s'inquiète de quoi que ce soit. Je voulais que ce soit un petit peu plus concret. Et puis j'ai envie de dire en fait c'était la moins pire des choses cette nouvelle puisque le fait de dire que j'étais homosexuel pour elle c'était aussi faire le deuil d'être grand-mère à travers moi même si elle a déjà 4 petits-enfants. Donc non, elle a été très surprise. Puis je lui ai expliqué le projet avec Pascal. Elle était un peu inquiète par rapport à l'âge de Pascal. Donc je lui ai dit, voilà, ne t'inquiète pas. En plus, c'est une donneuse. Moi, pour le coup, je l'ai dit à mes parents très vite. Ça l'a rassurée. Et puis, elle a vu parfois Pascal. Voilà, après, je pense qu'elle se dit pas, c'est les meilleures conditions pour élever un enfant. Mais ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce que c'est pas sa vie. Moi je le vis pleinement et je veux juste qu'elle voit que son enfant il est heureux et donc si son enfant est heureux après c'est son choix son enfant de choisir sa famille. Est-ce que tu as senti de la part de tes proches dans ta famille ou chez tes amis du jugement sur le fait que ça allait pas être un modèle familial classique? Non du tout, vraiment non, parce qu'en fait, les gens aussi, la plupart de mes amis de maintenant, ils me connaissent aussi à travers mon histoire avec Yann depuis 12 ans. Donc, ils savaient que j'avais une très belle relation avec les enfants de Yann. Donc, ils n'étaient pas du tout surpris, en fait. Puis, la plupart de mes amis, je leur ai dit qu'un jour, je voudrais des enfants avec une amie. Donc,
Non, il n'y a eu aucune surprise. Dépasser justement cette nouvelle que c'était Pascal et l'âge, au bout de 5 minutes, les gens avaient accepté et digéré l'information et voilà, il y avait aucun problème. Enfin, non, j'ai eu aucun frein. Et même mes grands-parents, hein, je leur ai dit que j'attendais un enfant. Ils savaient ma sexualité, en fait. Je leur ai dit il y a 3 ans. Pourtant, ça faisait 7 ans que j'étais avec Yann, mais 8 ans. Mais j'attendais le bon moment, et puis c'est pareil, je les ai rassurés en disant, vous savez, Yann, il a des enfants et tout. Donc ils étaient un peu perturbés parce que ils disaient, oui, tu nous l'as présenté il y a 3 ans, et puis maintenant t'es célibataire, tu t'es séparé de lui, tu vas faire un enfant. Enfin, ils étaient un peu perdus, ils trouvaient que ça allait très très vite, alors que non, pas du tout. Mais voilà, je leur ai annoncé de nouvelles en quelques années, qui étaient des grosses nouvelles, donc c'est vrai que ça marque, donc ils disaient, oh là là, ça va très très vite. Mais maintenant, alors ce qui est très beau, c'est que mes grands-parents, ils ont 92 ans. Ce qui est très beau, c'est que ma grand-mère, donc ils connaissent pas le sexe. La plupart de ma famille disent oui, c'est un peu embêtant pour se projeter. Un garçon, une fille. Nous, avec Pascal, on veut pas le dire parce qu'on veut pas de cadeaux genrés, des vêtements genrés. Et puis, il a le droit, si cet enfant est un garçon, il a le droit d'avoir du rose. Si c'est une fille, d'avoir du bleu. Donc voilà, on voulait pas. Et puis, c'était aussi notre histoire à nous. Ça nous appartient. On veut pas tout dévoiler. Et ma grand-mère. Bon, elle s'est dit, bon, voilà, je t'ai fait des petits chaussons, je t'ai cousu des petits chaussons. Alors, il y a du bleu, et du rose, et du blanc. Et comme ça, au moins, si c'est un garçon, c'est parfait, il aura un peu de rose. Et si c'est une fille, voilà. En fait, c'est marrant parce que les personnes âgées, parce qu'il y a la distance d'être les grands-parents, c'est pas les parents, donc il y a moins d'enjeux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils veulent juste, pour le coup, encore plus le bonheur de leurs petits-enfants. Ils ont pas à se dire qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant soit homosexuel. Ils nous disent bon, mon petit garçon, mon petit-fils, il est heureux. Donc elle est pas du tout dans c'est un garçon, une fille, c'est embêtant. Non, elle dit ok, tiens, vas-y, je t'ai fait des chaussons bleus et roses comme ça au moins. Voilà, ils se prennent beaucoup moins la tête, mes grands-parents. Un papa, une maman est un podcast original de Sixtine Lys. La musique est composée par Ludwig Broch et l'illustration est de Pauline Ramos.